Je suis tombé amoureux de deux personnes en même temps, un vendredi matin, dans un bus d'Air France. Elle est blonde, en tailleur noir, les traits tirés, les yeux rougis, l'air à la fois concentré et absent, les doigts crispés sur la poignée de maintien au-dessus de sa tête. Il est tout petit, avec de grosses lunettes rondes à monture jaune, des cheveux noirs collés au gel qui se redressent en épis, et un chasseur bombardier MiG-29 de chez Mestro dans la main droite. De son autre main, il s'accroche à la jupe de sa mère, qui descend de quelques millimètres à chaque secousse, découvrant peu à peu sa culotte bleu pâle. Inconsciente du spectacle qu'elle offre, le corps en extension ballotté par les cahots du bus, elle laisse aller son regard au-dessus des têtes d'hommes d'affaires qui suivent machinalement la progression du striptease entamé par son petit garçon. Tout en elle m'attire et me bouleverse. Son chignon qui se défait avec des langueurs d'algues, ses yeux bleus délavés, sa beauté ravagée par les larmes, son alliance au bout d'une chaîne entre des seins qui essaient de se faire oublier, ce contraste émouvant entre la dignité qu'elle affiche et l'excitation qu'à son insu elle provoque. Et lui, à peine 3 ou 4 ans, les lèvres gonflées et la gorge vibrant au bruit des réacteurs de son bombardier, il a cette allure reconnaissable entre mille du rêveur buté, du petit solitaire par défaut qui s'invente un monde clos où il voudrait bien que les autres le suivent. Hier avec papy, dit-il en atterrissant sur l'épaule d'une commerciale absorbée dans sa conversation portable, on est allé voir un bateau de guerre américain. Sauf si Azaï Glace nous cède son verre acrylique, réplique la femme en chassant le bombardier d'une chiquenaude. Ratatatatata, riposte le MiG-29 en redécollant, avec une gerbe de flammes en plastique sortie de ses mitrailleuses. L'ennemi lui tourne le dos. Il était si grand que même avec mon avion, j'aurais pu me poser dessus, insiste le petit garçon en prenant à témoin le comptable assis sur la banquette d'en face. Alors je descendrais et le capitaine il me demanderait « Tu embêtes les gens, Raoul », lui dit sa mère avec une tristesse solidaire qui me noue la gorge. Le comptable écarlate proteste avec un air de flagrant délit, détourne son regard du ventre nu qui oscille à la hauteur de son nez et replonge dans ses colonnes de chiffres. Le capitaine, il me demanderait « Ça va, Raoul? T'as bien fait la guerre ?» Ne dis pas ça, chérie. C'est dégoûtant, la guerre. On ne la fait jamais bien. Ça sert à quoi, alors? Elle cherche une réponse, désarmée, rencontre mon sourire. Je viens de passer 3 jours en séminaire à Monte-Carlo. J'ai oublié d'ôter mon badge « Hello, my name is Nicolas Roquel, France ». Et je ressemble, costume, cravate, portable, à tous les cadres environnants. Sauf que j'ai l'air déguisé. Mon visage de viking échoué, mes cheveux sans coiffure et ma barbe de 6 jours démentant, je l'espère, l'accoutrement classique sous lequel je protège ma personnalité lorsque je dois convaincre les pisse froids chargés de cibler, tester et rentabiliser le fruit de mes délires. « Ça sert à quoi alors la guerre ?» insiste Raoul. « Vous me permettez de lui répondre ?» À peine surprise par mon intervention, elle esquisse un mouvement d'épaule qui traduit moins l'approbation que le renoncement. J'enchaîne tandis que le bus s'arrête au pied de la passerelle. « À rien, Raoul. Ça ne sert à rien, la guerre. C'est pour ça que les hommes la font. En partant se battre, ils ont l'impression d'échapper à tout ce qui les retient, leur travail, leur famille. » Elle me dévisage d'un air glacial, en détournant de moi l'enfant captivé par mes paroles, le pousse vers les portes du bus qui se sont ouvertes. « C'est malin de lui dire ça, » me glisse-t-elle entre ses dents. « Son père vient de se cracher en Bosnie. » Je reste interdit, ravalant aussitôt la suite de ma phrase. J'allais apprendre à Raoul que son bombardier de chez Mestro, qui lance des flammes plastifiées dans un bruit de mitraillette quand on appuie sous le fuselage, c'est moi qui l'avais inventé. Je connais peu d'expressions aussi fausses que coup de foudre. L'amour soudain ne foudroie pas, il fait remonter à la surface. Comme les secousses sismiques, nées d'une faille sous-marine à laquelle on ne pense plus, provoquent parfois l'apparition d'une île. Entre 18 et 30 ans, j'ai vécu 3 passions, un échec, une erreur et un drame. Depuis, je me promène. Relations couvertes, amitié amoureuse et complicité de week-end dans des villes inconnues. Quand une fille commence à rêver d'autre chose, je l'emmène déjeuner à la ferme et Louisette s'en occupe. Louisette est chez nous depuis 3 générations, comme elle dit.
Elle m'a élevé pendant les voyages de ma mère, elle m'a appris l'amour à 15 ans, et aujourd'hui, sous des allures de mamie débonnaire, elle veille jalousement sur ma tranquillité, dégommant sans merci les candidates au mariage en m'inventant des penchants pervers, des dettes considérables, ou en leur apprenant gentiment, après le dessert, à conduire le tracteur pour leur montrer ce qui les attend. 5 ou 6 fois, j'ai cru tomber sur la femme de ma vie, et l'invitation piège était un test que j'espérais la voir réussir. Toujours, c'est Louisette qui gagnait. Je me remettais en veille et j'attendais, avec optimisme et vigilance, la désillusion suivante. En un mot, j'étais heureux parce qu'il ne me manquait rien. Du moins, j'en donnais l'impression, et j'avais fini par y croire. Je dépasse les rangées plein ciel où se trouve ma place pour aller m'asseoir en économique devant la grande blonde et son petit garçon. Feignant de découvrir mon numéro de siège, je me compose un visage de hasard qui fait bien les choses, mais elle a déplié un journal à mon approche. Apparemment, je n'existe plus. Ce n'est pas grave. J'ai tout mon temps. Le commandant Borg et son équipage, veloute l'hôtesse dans son micro, sont heureux de vous souhaiter la bienvenue à bord de ce McDonald Douglas, se reprend-elle en avalant un gloussement. Je me tourne vers Raoul pour sourire du lapsus. Avec un air gourmand, il visse son index sur sa tempe et balance un coup de coude. « Maman, elle a dit McDo !»« Tiens-toi tranquille, Raoul, » répond-elle en tournant la page de son journal. Il lève vers moi un regard déçu. Je compatis avec un soupir fataliste. Les grandes personnes ne prennent pas toujours la mesure des événements. La confusion de l'hôtesse et le fou rire qui la secoue en silence, tandis qu'elle arpente l'allée en tirant sur le cordon de son gilet de sauvetage, n'auront eu que 2 témoins, Raoul et moi. Les autres, priés de couper leur téléphone en vue du décollage, vocifèrent avec une urgence accrue, comme lorsqu'on tire sur une cigarette avant de l'éteindre. J'essaie d'imaginer, derrière la gaieté volubile du petit orphelin, le drame qu'il a vécu, l'annonce de la nouvelle, le costume noir, les baisers mouillés au cimetière et, dans quelque temps, la fierté d'écrire sur ses cahiers d'écolier à la rubrique « Profession du père » « Décédé ». Quel lien Raoul a-t-il eu le temps de nouer avec ce papa éphémère? Comme j'ai cessé de sourire, il effectue un looping pour m'ajuster dans son angle de tir et appuie sur le bouton rouge. Ratatatata. Je presse ma main sur le point d'impact, j'étouffe un cri, je grimace, je tente de me relever et je rends mon dernier soupir. La blonde abaisse son journal. « Je l'ai eu, » précise Raoul. « Attache ta ceinture, » répond-elle. Je refuse d'un geste poli la pochette rafraîchissante que me tend un steward avec consternation, puis je reprends le fil de mon trépas en imaginant cet enfant à ma place, dans l'ancien grenier à foin, explorant les malles, découvrant les jouets que fabriquait mon arrière-grand-père avant que je ne reprenne, à ma manière, la vocation familiale qui avait sauté 2 générations. À l'étage en dessous, dans la chambre jaune qui est encore vierge, je déshabille sa mère et j'apprivoise son corps sans retirer l'alliance qui danse au bout de la chaîne entre ses seins. Et je sais très bien, à l'instant où j'assemble ces images, qu'elles relèvent moins du fantasme que de la vision prémonitoire. Je débarque parmi les premiers dans le hall de l'aéroport d'Orly, où règne une agitation d'exode. Les taxis sont en grève et le moindre passager s'approchant des caisses de parking est immédiatement pris d'assaut par une meute implorante. J'ôte mon badge de séminariste Walt Disney, le glisse dans ma poche en détaillant la dizaine de porteurs de pancartes qui attendent des groupes ou des personnalités. Je choisis un moustachu stylé qui dévisage les arrivants avec beaucoup d'incertitude et j'oblique dans sa direction, les yeux rivés sur le nom qu'il brandit, Monsieur Caldota. Il s'anime à mon approche, boutonne son blazer pied de poule, serre avec respect la main conviviale que je lui tends et me demande si j'ai des bagages. J'acquiesce, mais le prix d'aller m'attendre dans sa voiture, craignant que le vrai Monsieur Caldota ne se pointe entre-temps. Il s'incline et m'informe qu'il s'agit d'une Mercedes limousine classe S bleu nuit. J'abaisse les paupières avec naturel. Je dois être quelqu'un d'important. L'imposture sera peut-être difficile à prolonger, mais je n'ai pas le choix.
La Triumph TR4 de 1963 que j'ai laissée mardi matin au parking de l'aéroport.